Et moi, j'ai été victime d'excision quand j'avais l'âge de 8 ans, 8 9 ans. Et là, je n'étais préparée à rien parce que mes parents ne voulaient pas du tout que je sois excisée. Donc, ils ont pu quand même me protéger jusqu'à l'âge de 8 9 ans. Et c'est à cet âge-là que je suis partie en vacances scolaires chez ma tante maternelle, qui a sauté sur l'occasion, qui a jugé nécessaire de me faire exciser. Parce que pour elle, c'était quelque chose de vraiment sacré. Parce que chez nous, quand tu n'es pas excisé, on pense que tu vas pas être fidèle à un homme, que tu es frivole, tu vas apporter la poisse et plein de choses. Parce que la grande famille joue un rôle très énorme en Afrique, d'où je viens. Et là, elle m'a menti en disant qu'on partait pour une fête dont j'allais avoir des cadeaux, des bonbons, des biscuits et plein d'or. Et c'est une fois arrivée à l'endroit précis que je me suis retrouvée en face des ciseaux. Et là, on m'a mutilée sexuellement. Il y avait 4 personnes, 4 femmes qui étaient fortes plus que moi, qui m'ont immobilisée pour qu'on m'excise. Et là, après, je pleurais parce que je ne comprenais pas pourquoi on nous disait qu'il ne fallait pas mentir, or qu'elle m'a menti pour m'amener à l'endroit où l'excision était pratiquée. J'étais avec ma cousine qui vit actuellement en France. On est retourné à la maison. Mais moi, les effets de l'excision, je n'ai pas eu d'impact directement. C'est après quelques années, en 2001, que j'ai commencé, mon corps s'est réveillé. Et là, j'ai commencé à avoir des problèmes physiques, d'énormes problèmes physiques. Par contre, ma cousine, elle a eu une hémorragie énorme le jour même de l'excision. Donc, ça a causé plein de problèmes chez elle. Mais moi, ma convalescence, ça s'est bien passé. Mais je pleurais juste pour emmerder ma tante. Vu qu'elle m'a maltraitée, elle m'a mutilée sexuellement, à chaque fois quand je la voyais, je pleurais. C'était comme si j'utilisais mes larmes comme une arme de guerre contre ma tante. Et là, une fois arrivée ici en Belgique, j'ai commencé des traitements. Je suis arrivée ici en 2005, j'ai commencé des traitements ici à Charleroi. Malheureusement, à Charleroi, j'ai été suivie par 2 gynécologues, mais qui n'étaient pas sensibilisés à la problématique de l'excision. Leur dernier diagnostic, c'était me dire qu'on devait enlever l'utérus. Là, je n'allais plus avoir d'hémorragie. Je suis restée à l'hôpital civil pendant un mois. Ils ne savaient pas comment, les gynécologues étaient dépourvus de moi, ils ne savaient pas comment me soigner. Donc j'étais là, sauf qu'on... Oui, oui, j'étais là. À chaque fois, on me mettait, comment on dit, transfusée. On me transfusait parce que je perdais beaucoup de sang. Et là, après quelques années, j'ai dit non, je n'étais pas prête du tout pour qu'on m'enlève l'utérus parce que je voulais quand même avoir un enfant avec l'homme que moi-même j'ai choisi. Vu que mon premier mariage, c'était un mariage forcé aussi, j'ai une fille que j'aime de tout mon cœur qui va avoir bientôt 14 ans. Mais je voulais quand même avoir la sensation de tomber enceinte au moment voulu avec un homme que j'ai choisi. Donc j'ai préféré rester comme ça avec mes problèmes de santé. Et en 2008, quand je me suis mariée, j'ai fait une tentative avec mon mari pour avoir un enfant. Malheureusement, à 7 mois de grossesse, j'ai fait une fausse couche tardive qui est toujours liée à l'excision parce que mon corps, tellement que j'ai eu un choc, mon corps rejette tout corps étranger. Donc je n'arrive pas à garder quelque chose dans mon corps. Et à chaque fois, c'est des fausses couches à répétition, soit à 2 mois, à 3 mois, des fois à 6 mois. Et là, en 2011 aussi, j'ai fait une autre fausse couche aussi qui est liée à l'excision. Ça, c'était une grossesse de 4 mois. Je ne savais même pas que j'étais enceinte parce que j'étais réglée normalement. D'un seul coup, j'ai eu mal au ventre, je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont dit que je faisais une fausse couche encore. Et là, en 2012 aussi, la même chose. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire de l'excision, c'est quelque chose de très complexe. Comme j'accompagne des femmes au niveau de l'association Femmes africaines, il y a une femme qui vient me voir, elle a eu un déni. Donc, chaque personne a sa manière de développer les conséquences. Elle a eu un déni dès l'âge qu'elle a été excisée, à l'âge de 7 ans. Maintenant, elle a 24 ans, elle ne se rappelait plus du moment, elle ne savait pas qu'elle était excisée. Pour elle, c'était vraiment normal. Et là, une fois arrivée sur le territoire belge, c'est là où elle a commencé à comprendre qu'elle a vraiment été mutilée sexuellement. Et là, elle a pu avoir un enfant parce qu'au début, le cœur était vraiment très bloqué. Elle n'arrivait pas du tout à tomber enceinte ou quelque chose comme ça.
Mais maintenant, je vais vous présenter les différents types de mutilation du type 1 à 3. Donc dans les schémas que vous voyez ici, en rouge, vous voyez la zone qui a été coupée. Et puis à droite, une fois que ça a été cicatrisé. Donc le type 1, c'est la clitoridectomie. Donc ici, c'est le capuchon ou le prépuce du clitoris, ou une partie du clitoris ou sa totalité qui a été coupée. Une fois que c'est cicatrisé, on a une petite cicatrice que vous voyez ici, qui peut passer inaperçue pour certains médecins qui ne recherchent pas spécialement ça, qui n'ont pas en tête que cet enfant, cette femme-là peut être excisée. Donc il est arrivé que des gynécologues, des sages-femmes en Belgique passent à côté de ce type 1 parce qu'il faut être un peu plus averti et il faut vraiment faire un bon examen médical. Dans certains pays, comme au Yémen, on excise les enfants très très tôt, dès les premiers mois, les premières semaines de vie. Donc c'est évident que un pédiatre qui voit une enfant de 4-5 ans qui a été excisée quand elle avait 2 ou 3 semaines de vie, si c'est de type 1, on peut passer à côté. Par contre, le type 2, là, je me dirais, un clinicien qui passe à côté, c'est qu'il n'a pas fait un très bon examen clinique au niveau des organes génitaux externes. Ici, vous voyez, c'est le clitoris et la totalité ou une partie des petites lèvres qui ont été coupées. Et vous voyez, la cicatrice ici est beaucoup plus grande, elle fait 2 à 3 cm. Ça va poser des problèmes, on le verra après lors d'un accouchement, parce que ça peut créer des déchirures ici en antérieur. Parfois, alors ici vous voyez l'entrée du vagin et ici vous voyez le méa urinaire, le petit trou par lequel on fait pipi. Parfois, même dans le type 2, le type de l'excision, le méa urinaire peut être caché, la cicatrice peut cacher le méa urinaire, ce qui explique que c'est des femmes ou des enfants qui auront plus facilement des infections urinaires à répétition, parce que le méa est caché par la cicatrice. Donc le type 2, c'est vraiment la forme la plus fréquente. Donc sur tous les types de mutilation, l'excision, le type 2 représente 85% de toutes les formes de mutilation génitale. Le type 3, c'est ce qu'on appelle l'infibulation. C'est le type le plus sévère en termes de tissus, d'organes qu'on a coupés. Mais attention, il ne faut pas me méprendre. Tous les types, pour nous, le type de 1, 2, 3, 4, ce sont des mutilations. Mais en termes de tissu qui a été coupé, c'est vraiment le type 3 qui est le plus sévère. Et donc ici, vous voyez la zone en rouge. Le clitoris a été coupé, les petites lèvres ont été coupées et les grandes lèvres ont été mises à vif et cousues. Soit cousues avec du gros fil, soit fermées avec des épines d'acacia comme on le fait en Djibouti et Somalie. Et on laisse un tout petit orifice que vous voyez ici pour le sang des règles et pour les urines. Donc même si on n'est pas du milieu médical, on peut imaginer que ce type 3, va avoir des complications médicales beaucoup plus grandes à l'accouchement, mais pas seulement, dans la vie de tous les jours pour faire pipi et chaque mois, chaque fois que les femmes ont leurs règles. Alors qui pratique? Donc ce sont des vieilles femmes, souvent on est exciseuse comme je vous disais, de mère en fille. Au Sénégal, il y a la caste des forgerons. Donc, quand on est de ces castes-là, en tant que femme, si votre maman est exciseuse, vous, la petite fille, vous serez aussi initiée pour être exciseuse. Ce sont aussi des accoucheuses traditionnelles. Donc, des accoucheuses traditionnelles, là encore, ce sont des femmes qui accompagnent les femmes pendant l'accouchement, mais ce ne sont pas des sages-femmes, elles ne sont pas allées à l'école. Et elles s'occupent de tout ce qui est autour des femmes, donc l'accouchement, la naissance, mais aussi l'excision. Dans certains pays, c'est beaucoup plus rare. Des barbiers, des hommes peuvent exciser, comme au Nigeria ou en Égypte, mais c'est beaucoup plus rare. Et par contre, une tendance qui nous inquiète beaucoup, c'est la médicalisation de l'excision. Donc des sages-femmes, des infirmières, des médecins vont exciser. Et je dirais le pays le plus... qui médicalise le plus, c'est l'Égypte. Et ça, c'est pas tellement connu. Déjà, c'est pas tellement connu que l'Égypte est un des pays où il y a le plus d'excisions. Et c'est un des pays où plus de 3/4 des jeunes filles qui sont actuellement excisées le sont de manière médicalisée. Alors, à quel âge on excise ?
Avant, on aurait pu dire, oui, on excise à l'âge, voilà, la prépuberté, la puberté, au moment où la fille va être initiée pour être une bonne épouse. Et Kadia, la présidente du GAMS, le raconte quand elle a été excisée. Eh bien, elle est partie 3 semaines dans la forêt, elle a été initiée, on lui a appris à comment gérer voilà, son ménage pour être une future épouse. Mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Et de plus en plus, on abaisse l'âge de l'excision pour pas que la petite fille s'en souvienne et porte plainte contre ses parents, puisque beaucoup de pays maintenant ont une loi contre l'excision. Et alors, on va exciser des enfants de 1 an ou 2 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'on est là dans un rite initiatique. On ne peut pas dire à 2 ans, tu deviens une femme. Hein. C'est plutôt, on te marque dans ton groupe. Donc, on voit des bébés excisés. Mais inversement, on voit aussi des femmes adultes excisées. Ça, c'est vraiment important. On peut voir, comme dans le film, hein, Zahra avait 16 ou 17 ans. Récemment, lors d'une dernière séance où Djenabou m'avait invitée ici à Charleroi, il y a une jeune femme sénégalaise qui témoignait dans cette salle et qui disait qu'elle avait été excisée à 21 ans. Parce que jusque-là, ses parents s'étaient opposés à son excision. Mais lors du mariage, la tradition l'a rattrapée. Et sa belle famille, la famille de son futur époux, a exigé qu'elle soit excisée. Et ils l'ont emmenée en Gambie. Puisqu'au Sénégal, la loi est un peu plus dure et il y a des exciseuses qui ont fait de la prison, on l'a emmenée en Gambie, où en Gambie, c'est 80% d'excision et il n'y a pas de loi. Donc vous voyez, là aussi, la loi dans un pays, bon, les frontières, au Burkina, c'est la même chose. On nous raconte aussi que des familles vont au Mali, où au Mali, c'est plus laxiste, faire exciser leur enfant. Donc, de par le monde, on estime qu'il y a 135 millions de femmes et de filles touchées par cette pratique. Chaque année, c'est 3 millions de nouveaux cas. Et aujourd'hui, là, on est le 7 novembre, il y a environ 6 000 petites filles qui vont être excisées. Donc même si dans certains pays, on voit une diminution, dans d'autres pays, on stagne vraiment. Si je pense à la Somalie, on est toujours à plus de 90%. Et il n'y a aucune évolution parce que le pays est tellement instable qu'il est très dur de faire de la prévention. En Europe, on estime qu'il y a environ 500 000 femmes qui ont subi une mutilation, qui vivent dans les pays européens, et 180 000 petites filles à risque. Donc les petites filles à risque, ce sont des petites filles nées en Europe d'une maman excisée. Et comme la pression sociale est grande, même quand on vit en Europe, on estime qu'il faut bien suivre ces petites filles-là et faire un travail de prévention avec les familles. Quand dans votre travail, si vous faites des consultations, voilà, vous accompagnez des femmes migrantes, c'est important de connaître leur pays d'origine, mais aussi leur ethnie. Donc ça, c'est un peu plus dur de connaître chaque ethnie, mais la pratique de l'excision, elle est plus liée à l'ethnie qu'au pays. Donc ici, on a représenté une carte de l'Afrique avec des frontières bien rectilignes, mais bon, c'est lié de la colonisation. Mais en fait, on devrait faire une carte de l'Afrique avec les ethnies. Par exemple, les Peuls qui seront très présents en Guinée, mais on les a aussi au Sénégal, au Burkina, eux excisent. Par contre, les Wolofs, normalement, enfin, on peut avoir toujours des exceptions, mais normalement, l'ethnie Wolof n'excise pas. Donc, ça explique qu'au Sénégal, par exemple, où on a des ethnies qui n'existent pas, on a 28% au niveau national. Mais ces 28% sont mal répartis entre les ethnies, c'est-à-dire on peut avoir pratiquement 100% pour les Peuls et pratiquement 0 chez les Wolofs. Donc ce n'est pas 28% répartis de manière égale au niveau du Sénégal. Alors, les complications médicales, elles se divisent en 2 groupes. Il y a les complications à l'instant même, au moment où on fait l'excision, et il y a les complications à moyen et long terme. Donc, si on voit les complications immédiates, là encore, je pense que vous devez comprendre très rapidement, c'est un endroit très vascularisé, il y a beaucoup de petits vaisseaux. Donc quand on va couper à cet endroit-là, ça va saigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des petites filles qui vont mourir dans les heures qui suivent parce qu'elles vont perdre trop de sang. Malheureusement, on ne peut pas donner un chiffre qui serait beaucoup plus fort de dire il y a X pourcentage de petites filles
qui meurent parce que ces morts-là ne sont pas déclarées. Il n'y a jamais une maman, un papa qui va venir avec sa petite à l'état civil, à la mairie et dire « Venez noter dans le registre, ma petite fille, là, elle est morte d'une excision ». Jamais, jamais. Les petites filles décédées après une excision vont rester au village. Et souvent, on va même accuser la mère, la famille. On va dire si la petite est morte, c'est parce que peut-être toi, la maman, là, tu as des mauvaises fréquentations. Peut-être tu n'étais pas sûre que c'était bien l'excision. Donc une maman, par exemple, qui a reculé 2 étés l'excision parce qu'elle trouvait que sa petite était trop chétive et que peut-être qu'elle n'allait pas supporter, elle dit on va attendre qu'elle soit un peu plus forte et que la petite fille meurt, on va dire tu vois ça fait 2 étés là que tu as repoussé l'excision, je suis sûre que tu n'es pas convaincue, et bien maintenant pour te punir ta petite est morte. Donc vous voyez, donc c'est vraiment, donc on ne va jamais dire c'est à cause de l'exciseuse. Une exciseuse qui a entraîné la mort d'un enfant, elle ne va jamais arrêter son travail, on va trouver une autre excuse. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Il y a le risque infectieux, il y a une douleur immense et intense qui fait que la petite fille, souvent, elle tombe dans les pommes, elle tombe inconsciente, elle va se réveiller après quand tout sera fini. Souvent, il y a un blocage aussi des urines liées à la douleur et aussi parce que le méa urinaire est tout inflammé. Et donc, c'est très, très dur. Et chez des petites filles infibulées, on va leur ligoter les jambes pendant 3 semaines pour être sûr que l'infibulation ne va pas lâcher. Donc la hantise des mamans de petites filles infibulées à Djibouti, Somalie, c'est que ça se réouvre après. Donc on va ligoter les jambes et donc ce sera aussi très très dur pour uriner. Alors les complications à long terme maintenant pour l'excision, je vous parlerai après du type 3 d'infibulation. Pour l'excision, qu'est-ce qu'on a ? On a l'absence de cicatrisation, vu les conditions d'hygiène dans lesquelles c'est fait. Donc, c'est des plaies qui vont toujours suppurer. On peut avoir la formation d'un abcès. On peut avoir des kystes d'inclusion dermique. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est par exemple, on peut avoir ça après une épisiotomie aussi, après un accouchement qui n'a pas bien été recousu. C'est quand on a une partie de peau, une partie kératinisée, qui va être cousue à l'intérieur de la muqueuse, en fait. Et alors, on va avoir un kyste qui va se former avec des glandes sébacées, des poils et tout ça. Donc, et ça peut grossir, donc au début c'est la taille d'un citron, et puis après voilà une orange, un pamplemousse, ça peut devenir très très gros, et la femme peut venir parce qu'elle n'arrive plus à s'asseoir. Donc c'est pas cancéreux, on peut l'enlever de manière chirurgicale, mais ça peut paraître assez impressionnant. On peut avoir des kéloïdes. Donc les kéloïdes, c'est quand on a une prolifération de la cicatrice. Donc la cicatrice, elle va proliférer comme ça, elle va devenir dure et très sensible. Donc on peut l'avoir après une césarienne ici, mais quand on l'a au niveau des organes génitaux externes, c'est évidemment très très douloureux lors des rapports sexuels ou même lorsqu'on veut s'habiller. Voilà. Neurinome, c'est quand un nerf a été sectionné et qu'à l'extrémité du nerf qui a été sectionné, il y a aussi là encore une petite tumeur, un petit kyste qui se forme et ça crée une hypersensibilité. Donc c'est des femmes, dès qu'on les frôle à cet endroit-là, donc lors d'un rapport sexuel, mais aussi si elles mettent un pantalon trop serré, elles font un mouvement, elles vont avoir comme des décharges électriques, enfin ça va être très très sensible. Là encore, on peut opérer. Des infections urinaires à répétition, comme je vous disais tout à l'heure, parce que le méa urinaire, il peut être caché par la cicatrice. On a des douleurs pendant les rapports. Là encore, attention, les douleurs pendant les rapports sexuels peuvent être liées à la cicatrice, mais elles peuvent être liées au trauma, au trauma, au choc en fait qu'on a eu au moment de l'excision, qui fait que toute la sphère génitale en fait est devenue, on a une sorte de phobie et dès qu'on nous touche là, que ce soit gynécologue ou votre mari, voilà, on n'accepte aucun contact. Donc parfois il y a des gynécologues qui examinent des femmes et qui disent « je ne comprends pas pourquoi elle a mal ». Parce que voilà, le rapport sexuel est possible, l'ouverture est assez grande, mais ce n'est pas qu'une question d'ouverture, c'est aussi une question du trauma qui a pu avoir lieu pendant l'excision. Donc le risque de maladie hématogène, c'est-à-dire au moment où on pratique l'excision, il y a parfois des excisions en groupe. Donc au Togo ou dans d'autres pays, on peut prendre 15 ou 20 petites filles ensemble et avec le même instrument, l'exciseuse va ainsi faire tout le groupe. Donc il y a forcément le risque de transmission d'hépatite B ou d'hépatite C, de VIH. La pseudo-infibulation, c'est quand il n'y a pas eu une volonté de recoudre avec un fil, mais parce que les petites lèvres ont été mises à vif, elles se recollent parfois spontanément. Et donc même des femmes de Guinée
ou du Mali, où il n'y a pas eu, on n'a pas mis des épines d'acacia, ça n'a pas été refermé, elles peuvent présenter comme une pseudo-infibulation parce que ça s'est spontanément refermé. Au niveau du type 3 maintenant. Le type 3, donc vous vous rappelez, c'est la cicatrice, une grande cicatrice avec un tout petit orifice pour les urines et le sang. On va avoir les mêmes problèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, mais en plus aggravé, en plus fréquent, donc beaucoup plus d'infections urinaires. Et ça se comprend parce que l'urine, en fait, elle va rester et le sang des règles vont rester derrière la cicatrice. Donc, alors, justement, quels sont les signes évocateurs d'une excision? Donc ça peut être intéressant quand vous travaillez avec des jeunes, que vous travaillez en milieu scolaire, dans un service PSE, PMS, que vous voyez des jeunes femmes dans un centre de planning familial. Donc il y a cette difficulté pour uriner, des jeunes filles qui vous disent qu'elles mettent 15-20 minutes en s'appuyant sur la vessie pour uriner, des douleurs avec des absences de l'école chaque mois pendant les règles, des douleurs au niveau de la cicatrice qui font que une jeune fille qui normalement participe bien aux activités sportives, elle va faire bien le handball, le volley avec sa classe, et puis là on lui propose un autre sport où on devra faire un écart des jambes ou de l'athlétisme, et là elle va dire je peux pas ou ça ne va pas, et là il faut vous dire tiens, il y a peut-être un problème. Un changement d'attitude, donc là encore attention, mais ces signes-là ne sont pas très spécifiques et il y a évidemment plein de choses qui peuvent expliquer un changement d'attitude à l'école, mais surtout après un départ en vacances au Sénégal, au Mali, et puis vous avez une petite fille malienne qui revient à l'école et vous voyez, sénégalaise, guinéenne, et vous voyez que tout d'un coup elle a beaucoup changé, qu'avant c'est une petite fille très enjouée et elle revient repliée sur elle-même, elle peut présenter voire des signes même de fatigue et d'anémie. Vous pouvez suspecter qu'elle a été excisée pendant son séjour au pays. Ce qu'on a vu parfois, ce sont des petites filles, ou plutôt des jeunes filles qui ont été sorties de l'école au moment d'un congé scolaire et qui ne reviennent pas. Donc on a eu le cas des filles de 14-15 ans, et là encore c'est lié au mariage forcé, parce qu'en fait on va les envoyer au pays où elles vont avoir... c'est un peu dur de dire ça, le full package, quoi. On va les marier de force et elles vont être excisées. Donc on a eu le cas d'une jeune Mauritanienne qui en même temps a été excisée et mariée de force. Alors les conséquences psychologiques, ça aussi c'est important d'en parler. On a maintenant une psychologue clinicienne au GAMS, Annalisa, qui reçoit les femmes qui ont eu le plus grand traumatisme, et elle fait un travail individuel, elle les voit sur plusieurs séances. Qu'est-ce qu'on a? Comme je vous disais, on a cette phobie de la sphère génitale qui fait qu'on ne veut pas du tout être touché là. Et donc, c'est important aussi quand vous envoyez une femme qui a besoin d'un examen médical lors d'un médecin, d'avoir une liste de médecins de confiance, une liste de médecins qui sont sensibilisés à la problématique et qui savent d'avance, j'ai une femme excisée, donc je vais prendre plus de temps pour ma consultation. Et c'est important, quand vous prenez les rendez-vous, de dire, voilà, c'est une dame excisée, ou elle vient d'arriver dans un centre fait d'asile Croix-Rouge, elle n'a encore jamais été vue par un gynécologue. Ça va sans doute prendre beaucoup de temps, la confiance pour qu'elle puisse se déshabiller, écarter les jambes et qu'on puisse avoir un examen. Parfois, on n'arrive pas la première fois, et ce sera lors d'une deuxième séance qu'on arrivera à examiner la femme. Les femmes peuvent passer par des phases de dépression. Il y a des jours ça va et puis des jours ça va pas, et ça c'est lié aussi aux événements de la vie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cette femme-là, une jeune fille, elle va pouvoir souffrir au moment du premier rapport sexuel, au moment où elle a ses règles, chaque étape de sa vie de femme, au moment où elle va accoucher. Donc une femme peut avoir accepté ça en disant ma mère à l'époque ne savait pas que c'était pas bien quand elle me l'a fait en Guinée, quand elle me l'a fait au Mali. Et puis, lors de son premier accouchement, elle souffre à cause de son excision, elle accouche d'une petite fille. Alors là, elle-même, elle est face à ses responsabilités. On saute une génération, un accouchement, et c'est elle-même maintenant qui est responsable d'une petite fille. Et elle dit, qu'est-ce que je vais faire pour cette petite fille? Comment je vais la protéger? Et alors là, de nouveau, elle peut avoir le poids du monde sur les épaules et se dire, comment je vais faire avec toute cette pression sociale pour protéger cette petite fille? Qu'est-ce qui se passe en Belgique?
En Belgique, on le sait, il y a des études qui l'ont montré auprès de gynécologues flamands et de gynécologues francophones. Il y a des demandes d'excision. Donc il y a des familles qui viennent avec leur petite fille et qui disent: docteur, est-ce que vous pouvez faire l'excision? Ou docteur, dites-moi dans quel service on peut faire l'excision. Il y a aussi des urologues qui ont été abordés, comme les urologues font la circoncision masculine. Une maman du Niger qui avait déjà fait circoncire son petit garçon vient avec la petite fille, avec la sœur donc du petit gars, et dit: docteur, maintenant je viens pour ma fille, est-ce que vous pouvez faire l'excision? Donc voilà, le médecin dit non, c'est interdit en Belgique, mais la question qu'on se pose nous en tant qu'association, c'est: est-ce que c'est suffisant en 5 minutes de dire non, c'est interdit? Où vont aller ces familles? Est-ce que ça va se faire dans la clandestinité? Est-ce qu'il y a un réseau en Europe? Est-ce qu'ils vont aller le faire en Hollande, à Londres? Est-ce qu'ils vont renvoyer les petites au pays? Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose. Et d'où l'intérêt de travailler en réseau. C'est évident qu'on ne peut pas demander à un gynécologue, à un spécialiste, qui a 10 femmes là dans sa salle d'attente, qui est toujours en retard, on ne va pas lui demander de faire 1 heure de dialogue, de prévention, parce que sans doute qu'il ne le pourra pas. Mais ce qu'on lui demande, c'est de connaître les associations qui travaille sur ces thématiques dans sa ville, et il peut relayer, il peut conseiller, il peut alerter et dire aux familles: ben voilà, je vous conseille d'aller voir le GAMS, je vous conseille d'aller voir l'ASBL Femmes Africaines, s'ils sont à Liège, le collectif Les Joies, afin de connaître le réseau d'associations qui existe dans chaque ville.